Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'étude du cancer. Alors on a déjà fait plusieurs petites vidéos avec des concepts qui sont très importants sur le cancer. Aujourd'hui je vais réunir tous ces concepts et en faire une seule et même vidéo. Alors au sommaire de cette présente vidéo, nous allons revoir quelques définitions, voir une étude épidémiologique, différencier le terme bénin du terme malin. Nous allons voir quelle est la différence entre une tumeur et un cancer. Ensuite, nous allons parler de typologie et de nomenclature. D'accord ? Le terme qui est utilisé pour décrire un cancer peut nous donner des informations sur le tissu, l'histologie, sur la gravité du cancer, etc. On va en parler. Ensuite, on va étudier l'étiologie, notamment avec les facteurs de risque connus, les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Ensuite, on va parler de la pathogénèse du cancer. Nous allons notamment parler des trois grandes catégories de gènes associés aux pathologies cancéreuses et nous allons voir les caractéristiques acquises des cellules néoplasiques ou des cellules néoplastiques. Ça dépend quelle traduction on prend. Ensuite, nous allons nous concentrer sur les métastases. Et ensuite, nous terminerons sur les manifestations locales, les manifestations générales, les manifestations à distance, le syndrome de lisse tumorale, les stades du cancer et enfin le traitement du cancer. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier. Je suis également étudiant en kinésithérapie. Cela me permet de faire un disclaimer. Je ne suis ni médecin ni professeur en université et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Alors qu'est-ce que le cancer ? C'est une maladie qui est provoquée par la transformation de cellules qui deviennent, vous pouvez le voir, anormales et qui vont proliférer de façon excessive. Alors ce qu'on va faire, on va regarder une étude épidémiologique. Ici nous avons l'incidence projetée des cancers en 2015 en France et par organe, le sein, la prostate, le poumon, colorectal, vessie, rein. L'incidence, je vous le rappelle, c'est le nombre de nouveaux cas sur une période donnée. Donc ici, si on s'intéresse au cancer colorectal, vous voyez qu'il fait environ 43 000 nouveaux cas par an, hommes et femmes confondus, mais que c'est le deuxième cancer le plus meurtrier, après le cancer du poumon, avec environ 18 000 décès par an. Donc quelques observations et généralités sur le cancer. Donc les cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle une tumeur. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur initiale. Elles migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur. C'est ce qu'on appelle une métastase. Ici, vous avez la tumeur primaire, le cancer du poumon, et vous voyez qu'elle peut voyager à travers les vaisseaux sanguins. Donc c'est un concept très important à retenir, mais également à travers les vaisseau lymphatique. Et donc, elle va venir s'attaquer à un autre organe, ici le foie. Et donc, ici, on parle de métastase. Donc, le cancer, qu'on appelle également néoplasie, est une maladie qui conduit à une altération cellulaire, nous l'avons vu, histologique également, et organique. Le cancer résulte de l'anomalie de la prolifération, de la différenciation et de la survie des cellules qui finit par mettre en danger l'intégrité structurelle et la survie de l'individu. Alors, on a déjà employé le terme de néoplasme, c'est un terme utilisé en médecine pour désigner une tumeur ou un cancer. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc voilà, nous allons différencier les concepts. Alors la tumeur, qu'est-ce que c'est une tumeur ? C'est quoi la différence entre une tumeur et un cancer ? La tumeur, il faut que vous le voyez, vous compreniez comme un phénomène macroscopique qui implique l'élargissement dérivé d'un organe, mais sans référence à sa nature. Cette tumeur peut être une tumeur bénigne ou maligne. Alors, désigne une augmentation de volume d'un tissu sans précision de cause. Définition de la tumeur. Donc, c'est quoi la différence entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne ? Alors, les tumeurs bénignes sont des tumeurs souvent sans gravité, c'est-à-dire ne pouvant pas donner lieu à des tumeurs filles, des métastases. D'accord ? Comme c'est le cas des verrues ou des grains de beauté, qui sont des tumeurs bénignes. Alors les tumeurs bénignes qui affectent la peau sont néanmoins souvent perçues comme inesthétiques et peuvent donner lieu à une ablation.
Cependant, une tumeur bénigne peut entraîner également des complications graves comme la compression, l'inflammation, etc. par son action et son effet mécanique sur les tissus et les organes environnants. Les tumeurs malignes, elles, sont désignées sous le terme de cancer. En plus d'attaquer les tissus environnants, elles produisent des tumeurs filles, des métastases, qui se propagent à travers le sang ou la lymphe. D'accord ? Donc, une tumeur maligne est un cancer. Une tumeur bénigne n'est pas un cancer. Une définition du cancer, une croissance morphologique de certaines tumeurs malignes infiltrantes. D'accord ? Et une définition de la néoplasie, c'est un terme plus précis qui désigne la prolifération cellulaire, la différenciation et la survie altérée. Et désigne, entre autres, une formation nouvelle qu'on appelle le néoplasme et qui se développe par prolifération cellulaire. Maintenant, au niveau de la typologie. Donc, la classification des tumeurs est fondée sur l'organe ou le tissu d'origine, mais également le type histologique et le degré de malignité. Alors, c'est pas très malin pour moi d'écrire sur un fond rouge comme ça, mais le degré de malignité. Donc, je récapitule. En fonction de l'organe et du tissu d'origine, du type histologique et du degré de malignité. Donc par type tissulaire, on va distinguer les carcinomes, les sarcomes et les cancers hématopoïétiques. Les carcinomes sont des cancers d'un tissu épithélial. Les sarcomes, ça désigne le tissu conjonctif, d'accord ? Un cancer qui prolifère dans des tissus conjonctifs comme les os. Et les cancers hématopoïétiques, ce sont des cancers des cellules sanguines. Donc ça, c'est par type cellulaire. Et ensuite, on a par organe. Donc, il existe un classement selon les organes touchés, le cancer du sein, de la prostate, du cerveau, du pancréas, les cancers du sang qu'on appelle leucémie. Alors, la nomenclature des tumeurs suit une terminologie précise. Un nom de tumeur se compose généralement d'une racine, que j'appellerai un préfixe, et d'un suffixe, et peut être associé également à un adjectif. Alors la racine va définir la différenciation. D'accord ? Adéno, par exemple, désigne une tumeur glandulaire. Rhabdomyo, je ne sais pas si je le prononce bien, désigne une tumeur musculaire striée. D'accord ? Donc ça, c'était pour le préfixe. Maintenant, le suffixe. Alors, nous allons donner des exemples un petit peu plus tard dans cette vidéo, comme ça, ce sera bien clair. Mais là, j'explique juste la théorie. Ensuite, vous avez le suffixe. Donc, vous avez par exemple home, qui est utilisé pour nommer les tumeurs bénignes, comme les adénomes, par exemple. Ici, vous avez un exemple d'adénome. Donc, tumeur bénigne qui se développe sur une glande. Okay. Ensuite, donc, vous avez plusieurs exemples. La rhabdomyome, je ne sais pas si je prononce bien, une tumeur bénigne dans les fibres musculaires striées. D'accord ? Donc, je me réexplique. À chaque fois que ça termine par home, il s'agit d'une tumeur bénigne. Ensuite, il existe cependant des exceptions à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les lymphomes et les mélanomes sont des tumeurs malignes et non pas bénignes. Donc, il y a à savoir, à retenir, il y a quelques exceptions. Ensuite, on utilisera le suffixe sarcome pour désigner une tumeur maligne. D'accord, conjonctive. Ici, vous avez le rhabdomyosarcome, qui est une tumeur maligne développée à partir du tissu musculaire strié squelettique. Et vous avez également le carcinome, qui désigne une tumeur maligne épithéliale. D'accord ? Alors, on va donner des exemples, ça va être plus clair pour vous. Donc ici, vous avez la liste des préfixes. Alors, il y en a plein, c'est juste les plus communs selon moi. Donc, adéno, chondro, cartilage, glio, les cellules gliales, hépato, le foie, lipo, lympho, mélano, myélo, myo. D'accord ? Donc, ces préfixes, vous allez les adjoindre à un suffixe. Donc, ici, un chondrome
est une néoplasie bénigne du cartilage au niveau du tissu conjonctif. D'accord, j'espère que vous le comprenez bien ça. Donc ici vous avez le suffixe, d'accord. Ome, je vous le rappelle, c'est une néoplasie bénigne. Et sarcome, c'est une néoplasie maligne au niveau du tissu conjonctif. Au niveau du tissu épithélial, on utilisera carcinome. Et ensuite, vous avez des cancers type hématologique, si je puis dire. Donc des lymphomes, cancer du système lymphatique qui se développe au dépend des lymphocytes. Et vous avez des leucémies, qui est un cancer de cellules de la moelle osseuse. Voilà, les cellules de la moelle produisent les cellules sanguines, hein, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, pour la typologie des cancers, donc vous avez le préfixe qui va désigner l'organe atteint, voilà, comme myo pour le tissu musculaire. Et vous avez le suffixe qui va désigner s'il s'agit d'une néoplasie bénigne, maligne, au niveau du tissu conjonctif ou du tissu épithélial. Alors, je crois que j'avais préparé des exemples. Voilà, ici vous avez des exemples en anglais avec la formation entre le préfixe et le suffixe. Donc maintenant, nous allons voir l'étiologie du cancer. Alors au cancer, vous avez des facteurs de risque qui sont connus, le tabac, l'obésité, l'alcool, la sédentarité, des produits chimiques également, l'exposition au soleil, l'âge, l'histoire familiale de cancer. Vous pouvez le voir dans ce schéma, les différents facteurs de risque classés en fonction du nombre de cancers. Le tabagisme, l'alcool, l'alimentation, le surpoids, les infections, les expositions professionnelles, les UV, les radiations ionisantes, la sédentarité, les hormones également, l'allaitement, la pollution de l'air, etc. Alors, ce qui est à comprendre avec ces facteurs de risque, c'est que vous avez des facteurs qu'on appelle exogènes. D'accord? Donc, les facteurs exogènes sont des facteurs non génétiques ou environnementaux. Alors, c'est pas seulement lié à l'environnement, mais ça peut être également lié à des virus. D'accord? Par exemple, le papillomavirus humain est un facteur exogène, un facteur de risque exogène du développement des cancers. Donc, dans ces facteurs exogènes, vous avez les facteurs physiques, irritation mécanique, radiation, mais également les produits chimiques comme l'amiante, le tabac, et les facteurs biologiques, les bactéries. Helicobacter pylori peut provoquer des cancers. Le papillomavirus humain peut provoquer des cancers en altérant P53. Vous avez les champignons et les parasites. Ensuite, vous avez des facteurs endogènes. Alors, l'apparition d'un cancer a une composante génétique héréditaire. C'est le cas, par exemple, de quelques cancers du sein. Alors, certains cancers induits par certains comportements transmis de génération en génération, comme la consommation d'alcool ou de tabac, peuvent être confondus avec un risque génétique vrai. Et inversement, certains gènes prédisposant au cancer pourraient n'être activés que dans certaines circonstances. L'obésité, l'alcoolisme, etc. Donc vous avez des néoplasmes à composante héréditaire. Par exemple, vous avez une tumeur maligne de la rétine. Et vous avez d'autres syndromes, par exemple le syndrome d'immunodéficience congénitale ou le syndrome de fragilité chromosomique. Je vous laisse faire vos propres recherches par rapport à ça. Donc voilà, maintenant nous allons étudier la pathogénèse du cancer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser cette vidéo en deux parties, enfin cette pathogénèse en deux parties. Première partie, on va essayer de vulgariser au maximum l'information pour avoir cette vue d'ensemble, et ensuite nous allons parler de la pathogénèse, où nous allons parler de termes un petit peu plus précis. Alors, comment se propage, se forme et se développe le cancer? Donc, lorsque les gènes fonctionnent correctement, ils indiquent aux cellules quand le moment est venu de se développer et de se diviser. Alors, je vais vous montrer une image. Donc ici, sous l'action d'un facteur de croissance, une cellule mère va se diviser en deux cellules filles, ce qu'on appelle la mitose. Donc quand les cellules se divisent, elles font des copies exactes d'elles-mêmes. Une cellule se divise en deux cellules identiques, puis en deux cellules. Les deux cellules se divisent donc en quatre, et ainsi de suite.
Habituellement, chez l'adulte, les cellules se développent et se divisent pour produire plus de cellules uniquement lorsque le corps en a besoin, sous l'action d'un facteur de croissance ici, comme pour remplacer des virus vieillissantes ou endommagées. Ici, un phénomène important, on va en reparler, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Si une division s'est mal passée, la cellule va recevoir un signal de mort, va se suicider, et c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Alors retenez bien ce terme. Alors ici, vous avez des mutations successives et une croissance incontrôlable, des cellules cancéreuses. Donc lorsque notre ADN est modifié ou endommagé, un gène peut subir une mutation. Les gènes mutés ne fonctionnent pas correctement parce que les directives dans leur ADN sont confuses. Ainsi, les cellules qui devraient se reposer pourraient se diviser et croître de façon désordonnée, ce qui peut mener au cancer. Donc les cellules cancéreuses présentent des mutations génétiques qui ont changé la cellule normale en cellule cancéreuse. Ces mutations génétiques peuvent être héréditaires, se développer avec le temps, puis... alors attendez, j'ai perdu... peuvent se développer avec le temps, puisqu'on vieillit et que les gènes s'affaiblissent ou bien apparaître si on est exposé ou à quelque chose qui endommage nos gènes, comme la fumée de cigarette, l'alcool, les rayons ultraviolets et du soleil. D'accord ? Donc, ce qu'on va pouvoir noter, c'est qu'elles vont se diviser de façon désordonnée. Elles sont immatures et ne deviennent pas des cellules matures qui ont des tâches spécifiques. Ça, on va en reparler, c'est très important dans la suite de cette vidéo. Elles évitent le système immunitaire. Pareil, on va expliquer pourquoi. Elles ignorent les signaux qui leur indiquent de cesser de se diviser ou de mourir quand elles le devraient. Elles ignorent l'apoptose. Nous allons en reparler. Elles ne collent pas très bien les unes aux autres et peuvent se propager à d'autres parties du corps par le sang ou le système lymphatique. Nous l'avons vu, mais on va davantage en parler, ce qu'on appelle les métastases. Et elles envahissent et endommagent les tissus et les organes. Donc les cellules cancéreuses qui se divisent finissent par former une tumeur qui se développera. Les cellules cancéreuses ont les mêmes besoins que les cellules normales. Elles nécessitent un apport sanguin pour leur fournir de l'oxygène et des éléments nutritifs dont elles ont besoin pour survivre et pour se développer. Alors quand une tumeur est très petite, elle peut facilement se développer et elle va se procurer de l'oxygène et des éléments nutritifs. Mais lorsqu'une tumeur va grossir, elle va avoir besoin de plus de sang pour fournir davantage d'oxygène et d'autres éléments nutritifs aux cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses envoient donc des signaux à la tumeur qui lui indiquent de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle l'angiogénèse. Ça, c'est également à retenir, c'est un terme très important, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les tumeurs se développent et deviennent plus grosses. L'angiogénèse permet également aux cellules cancéreuses d'entrer dans le sang, de se propager sans difficulté à d'autres parties du corps. Alors, beaucoup de recherches portent sur l'emploi de médicaments pour interrompre la formation des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle des inhibiteurs de l'angiogénèse, ce qui fait en sorte que la tumeur cesse de se développer et qu'elle rétrécit d'elle-même. Alors quand la tumeur grossit, les cellules cancéreuses peuvent se propager aux structures et aux tissus voisins, nous l'avons vu, en poussant sur le tissu normal situé à côté de la tumeur. Les cellules cancéreuses fabriquent des enzymes qui décomposent les cellules et tissus normaux en se développant. Quand un cancer envahit le tissu voisin, on parle d'envahissement local ou de cancer invasif. Le cancer peut aussi se propager, d'où il a pris naissance, jusqu'à d'autres parties du corps. Ce processus, nous l'avons vu, est appelé métastase, et les cellules cancéreuses peuvent former des métastases quand elles se détachent de la tumeur et qu'elles circulent jusqu'à un nouvel emplacement par le sang ou par le système lymphatique. Donc maintenant, nous allons voir tout ce qu'on vient d'étudier, mais avec des termes un petit peu plus techniques. Donc on va récapituler les schémas. Donc ici, on a une prolifération cellulaire normale. Sous l'action d'un facteur de croissance, une cellule mère va se diviser en deux cellules filles qu'on appelle la mitose. Et si une division s'est mal placée, la cellule reçoit un signal de mort qu'on appelle l'apoptose. Donc ici, la cellule normale, par division cellulaire, à terme va former un tissu. Les tissus vont former des organes. Les organes vont former des systèmes d'organes. Et le système d'organes vont former l'organisme.
Ici, nous avons une cellule cancéreuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a subi une série de mutations qui la rend cancéreuse. Par exemple, l'exposition à la fumée de tabac. Et donc, quand elle va devenir cancéreuse, les cellules vont proliférer sans contrôle, d'accord? Puisqu'elles ne vont plus écouter les signaux qui sont envoyés par le corps. Donc, cellule normale, changement génétique, division cellulaire cancéreuse, et ici, on a une tumeur. Croissance incontrôlable. Donc ici, c'est ce que nous avons un petit peu d'ores et déjà étudié. Nous allons reparler de tout ça. Donc on a la division cellulaire, des cellules identiques. Ici, on a une jeune tumeur qui se développe, d'accord, parmi des cellules normales. Et vous voyez que lorsque la tumeur grossit, elle a besoin d'augmenter ses apports en oxygène, mais également en nutriments comme le sucre, hein. Et donc pour ce faire, il y a un phénomène qui va être mis en place, c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. D'accord? Donc elle va pouvoir augmenter son apport en nutriments et en oxygène grâce à cette angiogénèse, mais également grâce à cette angiogénèse, elle va pouvoir proliférer et créer, nous l'avons vu, des métastases. Donc les cellules cancéreuses acquièrent la capacité de se multiplier, de se propager dans tout le corps sans contrôle. On va parler d'un oncogène. Alors, qu'est-ce qu'un oncogène? Un oncogène, c'est un gène dont l'expression favorise la survenue d'un cancer. Il résulte de la modification ou de la surexpression d'un gène normal. De ce fait, baptisé proto-oncogène, impliqué dans le contrôle de la diffusion cellulaire. Alors, il y a 3 grandes catégories de gènes associés aux pathologies cancéreuses. Nous avons les oncogènes, donc ça c'est très important à retenir. Nous avons ensuite les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes de réparation de l'ADN. Donc ces 3 gènes sont associés aux pathologies cancéreuses. Nous allons voir pourquoi. Donc les proto-oncogènes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un proto-oncogène? C'est un régulateur positif de la prolifération cellulaire, Ce sont des accélérateurs. Donc ils deviennent hyperactifs et leur modification en oncogène est dominante car il suffit qu'un des 2 allèles soit muté. On a identifié actuellement plus de 100 proto-oncogènes. Parmi les plus connus, on va retrouver les gènes HARAS, MIC, C et ABL. Donc ça, c'est la première catégorie, les proto-oncogènes. La seconde catégorie de gènes comprend les gènes suppresseurs de tumeurs. Les gènes suppresseurs de tumeurs, qui sont des régulateurs négatifs de la prolifération cellulaire. Ce sont des freins par rapport aux autres, les proto-oncogènes, qui sont des accélérateurs. Et vous avez dans ces gènes suppresseurs de tumeurs une protéine très connue, la protéine P53. Son activation est l'initiation la plus fréquente de la cancérogénèse. D'accord? L'inactivation d'un anti-oncogène ou l'activation d'un proto-oncogène a des effets similaires sur la prolifération cellulaire et la survenue d'anomalies génétiques. L'inactivation d'un anti-oncogène ou l'activation d'un proto-oncogène a des effets similaires sur la prolifération cellulaire et la survenue d'anomalies génétiques. Troisième catégorie, ce sont les gènes de réparation de l'ADN. Les gènes de réparation de l'ADN qui sont capables de détecter, de réparer les lésions de l'ADN qui ont modifié les oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeurs. D'accord ? Donc, ces systèmes de réparation sont également inactivés dans les cellules cancéreuses. Voilà, donc, avant de parler des caractéristiques acquises des cellules néoplasiques. Alors, néoplasique, je l'ai entendu en Belgique, en France, en Espagne. En anglais, on utilise néoplastique. Alors, je sais pas, c'est soit néoplasique, soit néoplastique. Donc, avant de parler de ça, je vais vous montrer ce schéma pour vous introduire à ces caractéristiques acquises de ces cellules néoplasiques.
Donc juste avant, les cancers sont des pathologies génétiques, nous l'avons vu, c'est-à-dire qu'ils ont pour origine une modification soit quantitative ou qualitative des gènes qui ont été décrits ci-dessus. D'accord? Je vous les rappelle, les proto-oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes de réparation de l'ADN. Donc ils ont subi des altérations génétiques, des modifications. D'accord? Donc comme il s'agit d'altérations génétiques somatiques qui ne sont présentes que dans le tissu malade, la plupart des cancers ne sont donc pas héréditaires. D'accord? Important à comprendre, comme il s'agit d'altérations génétiques somatiques qui ne sont présentes que dans le tissu malade, la plupart des cancers ne sont donc pas héréditaires. Cette altération est donc présente dans toutes les cellules de l'organisme, gamètes incluses. Elle peut donc être transmise à la descendance. Alors j'étais en train de réfléchir en même temps à ce que j'étais en train de lire, donc je vais vous relire l'information. Alors comme il s'agit d'altérations génétiques qui ne sont présentes que dans le tissu malade, la plupart des cancers ne sont donc pas héréditaires. Mais cette altération est présente dans toutes les cellules de notre organisme, et les gamètes inclus. Enfin, ces altérations peuvent être présentes dans toutes les cellules de notre organisme, gamètes incluses, et donc elles peuvent être transmises à la descendance. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques acquises des cellules néoplasiques ou des cellules néoplastiques. Alors, j'utiliserai à partir de maintenant néoplasique. Donc, vous avez l'autonomie de croissance, d'accord, l'échappement à l'apoptose, l'angiogénèse accrue, alors on a déjà un petit peu parlé de ça, le potentiel de réplication illimité, l'invasion métastasique, on en a parlé, l'échappement à l'immunosurveillance et l'insensibilité aux signaux antiprolifératifs. Donc on va parler de tout ça dans la suite de cette vidéo. Donc l'autosuffisance en signaux de croissance. Alors est-ce que j'ai un bon schéma là? Ouais, c'est bon. Donc l'autosuffisance en signaux de croissance avec l'activation des proto-oncogènes. Donc les cellules normales nécessitent la présence de facteurs de croissance, ce que nous avions vu, des signaux externes pour pouvoir proliférer, et sans ces signaux, elles cessent de se reproduire. Et les cellules cancéreuses, quant à elles, n'ont plus besoin de ces signaux pour pousser. Les proto-oncogènes, nous l'avons vu, sont les régulateurs positifs de cette prolifération cellulaire. Ils s'activent de manière contrôlée, par opposition aux oncogènes. Les mutations des proto-oncogènes les transforment en oncogènes. Donc, proto important, proto positif, d'accord, normal, et oncogène, cellules cancéreuses. Donc les mutations les transforment en oncogènes, elles maintiennent un cycle cellulaire incontrôlé. Et vous avez la protéine KRAS qui fait partie des protéines qui participent à augmenter la prolifération de très nombreuses cellules. Elle est donc pro-oncogène. D'accord? Et les mutations des gènes de la famille de ces protéines RAS sont impliquées dans environ un tiers des tumeurs. Donc lorsqu'il y a une mutation de RAS, elle est impliquée donc dans la prolifération des tumeurs. Ensuite, vous avez par exemple la MYC qui est un proto-oncogène et qui est surexprimé également dans certains cancers. Donc ça, c'était pour la première caractéristique, c'est-à-dire l'autosuffisance en signaux de croissance. Ensuite, vous avez l'insensibilité aux signaux antiprolifératifs avec l'inactivation des suppresseurs de tumeurs. Donc les cellules normales cessent de croître lorsqu'elles reçoivent un signal qui leur dise de cesser de croître. D'accord? C'est ce que nous avions vu. Dans les tissus normaux, il existe de nombreux signaux qui maintiennent l'homéostasie en bloquant la prolifération des cellules dans les tissus matures. Ces deux signaux agissent sur deux cibles dans le cycle cellulaire. La protéine du rétinoblastome et la P53. Alors la P53, on va en reparler, c'est un facteur de transcription qui va réguler de multiples fonctions cellulaires importantes, comme la régulation du cycle cellulaire, l'autophagie ou l'apoptose, que nous avions déjà étudié, c'est-à-dire le suicide cellulaire. La protéine P53 est l'agent le plus important de la protection de la cellule contre la cancérisation. Les cellules chez qui le gène est intact sera donc moins enclin à la cancérisation. Un gène suppresseur de tumeur
ou un anti-oncogène, a pour fonction d'empêcher l'emballement de la division cellulaire. S'il est introduit dans une cellule cancéreuse, il a tendance à ralentir la prolifération cellulaire. Donc on imagine bien qu'une altération de P53, par exemple, comme avec le papillomavirus humain, est donc un facteur déclencheur du cancer. Donc ça, c'était pour l'insensibilité aux signaux antiprolifératifs et l'inactivation des suppresseurs de tumeurs. Ah oui, non, j'ai pas fini sur ce chapitre, effectivement. Donc les cellules cancéreuses ignorent donc les signaux que nous avions vus, c'est-à-dire la régulation du cycle cellulaire, l'autophagie, l'apoptose, mais également les signaux de croissance, etc. Donc les cellules cancéreuses ignorent ces signaux, ce qui permet d'affirmer que l'inactivation, ça je vous l'ai expliqué, est un préalable indispensable à la cancérisation, bien que le phénomène se passe en réalité dans l'autre sens. Si P53 est muté, la cellule devient bien plus à risque de transformation maligne, ce qui explique qu'on observe des mutations de P53 dans la moitié des cancers humains. C'est pour ça que je vous en parle beaucoup, P53, très important à retenir. Par exemple, je vous en parlais, le papillomavirus humain produit la protéine E6 qui dégrade P53, et ce qui explique pourquoi ce facteur exogène qui est un virus peut développer un cancer chez l'être humain ou chez les animaux. Troisième, je vais couper mon portable, troisième mécanisme, c'est l'évasion des mécanismes d'apoptose. Alors les cellules normales s'autodétruisent ou se suicident lorsqu'elles deviennent trop abîmées. Ce que nous avions vu, ce processus s'appelle l'apoptose. Mais les cellules cancéreuses ne suivent pas cette règle. D'accord ? Par exemple, la surexpression de BCL2 dans les lymphomes et la LMC anti-apoptotique. BC2, c'est un prototype d'une famille de gènes qui peuvent être soit pro-apoptotiques ou anti-apoptotiques. Donc voilà, ça c'était pour l'évasion des mécanismes d'apoptose, on en a déjà un peu parlé, donc je vais passer à la suivante. La suivante, c'est la capacité de se répliquer indéfiniment, et notamment avec l'implication de la télomérase. Donc les cellules normales s'autodétruisent, nous l'avons vu, ou se suicident lorsqu'elles deviennent trop abîmées, on appelle ça l'apoptose, et les cellules cancéreuses ne suivent pas cette règle. La télomérase, pourquoi c'est important ? Parce que c'est une enzyme impliquée dans le vieillissement cellulaire qui joue un rôle déterminant dans la cancérisation des cellules. En effet, des essais in vitro, mais aussi des essais in vivo sur des souris effectués en octobre 1999 le confirment, sans télomérase, le cancer ne peut pas se développer. Une autre caractéristique importante, on en a parlé, c'est ce qu'on appelle l'induction de l'angiogénèse. Alors l'angiogénèse est le processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants. Alors ça fait longtemps que je vous montre plus des schémas, voilà. Induction de l'angiogénèse à partir de vaisseaux préexistants, c'est un processus physiologique normal, mais que l'on retrouve dans le développement embryonnaire. Mais chez les cellules cancéreuses, elles peuvent donc, ces cellules cancéreuses, induire la formation de ces nouveaux vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle l'angiogénèse, et leur permettant de s'alimenter plus efficacement. Vous pouvez le voir ici, la petite tumeur qui a envie de devenir grande tumeur. Donc elle va émettre un facteur de croissance vasculaire et donc faire de l'angiogénèse, créer de nouveaux vaisseaux sanguins par lesquels elle va pouvoir s'alimenter en O2, en glucose, mais également aller voyager dans tout le reste du corps. L'angiogénèse est contrôlée par différents activateurs et inhibiteurs produits par les cellules saines et tumorales. D'accord ? Et les activateurs sont des molécules qu'on appelle pro-angiogéniques et les inhibiteurs des molécules anti-angiogéniques. D'accord ? Donc les activateurs sont des molécules pro-angiogéniques et les inhibiteurs des molécules anti-angiogéniques. Facile à comprendre. L'invasion tissulaire, un autre mécanisme. Donc l'invasion est une caractéristique déterminante des tumeurs malignes qui dépend principalement de la capacité de migration des cellules cancéreuses. Une tumeur devient maligne dès qu'elle détient un pouvoir invasif. Je me répète, une tumeur devient maligne dès qu'elle détient un pouvoir invasif. En clinique, c'est à partir de ce stade qu'on considère véritablement qu'on est en présence d'un cancer. Et ça va me permettre de vous parler de cette transition épithéliale mésenchymateuse, qui désigne le passage d'un groupe de cellules épithéliales à une forme mésenchymateuse.
Alors, je vais retrouver mon schéma que j'avais préparé. Voilà, parfait. Ça, je vais mettre ça sur une autre diapo. Donc, comment ça se passe cette transition épithéliale mésenchymateuse? Donc, les cellules épithéliales que vous voyez ici, dont sont issues les cellules cancéreuses, sont liées entre elles et sont fixées à la matrice extracellulaire. D'accord? Vous pouvez le voir ici. Qui les entoure grâce à une protéine, on ne va pas en parler, qu'on appelle le cadhérine, ce qui les maintient immobiles. Mais cette protéine est une protéine suppresseur de tumeurs importante qui empêche les cellules cancéreuses de devenir invasives. Les cellules mésenchymateuses, quant à elles, ne sont pas liées entre elles, elles sont fixées à la matrice extracellulaire grâce à cette protéine qui leur permet d'être mobiles et de se déplacer dans le tissu. Donc, sans parler de pathologie, lorsque vous avez une blessure qui survient, d'accord, vous coupez le doigt par exemple, les cellules épithéliales vont contribuer à la réparation du tissu en colonisant la plaie pour reconstruire le tissu lésé. Mais comme elles sont immobiles, elles ont besoin de devenir mobiles. Et donc, les cellules épithéliales effectuent ce qu'on appelle une transition épithélio-mésenchymateuse. D'accord, ce qu'on appelle EMT. Et qui les transforme temporairement en cellules mésenchymateuses pour qu'elles puissent migrer sur le site de la blessure. Une fois que les cellules sont sur le site lésé, elles effectuent la transition inverse, c'est-à-dire mésenchymo-épithéliale, qui les retransforme en cellules épithéliales pour pouvoir reconstruire l'épithélium endommagé. Donc ça, c'était par rapport à un processus normal, mais c'est ce qui va se passer également pour les cellules cancéreuses. Un autre aspect important qui relie la EMT et le développement tumoral est sa capacité à modifier l'état de différenciation des cellules épithéliales. Donc les cellules cancéreuses utilisent ce mécanisme biologique pour pouvoir proliférer et modifier l'état de différenciation. Donc les cellules tumorales d'origine épithéliale, les carcinomes, peuvent subir une TEM, ce qui les rend invasives et une des premières étapes qui mène à la formation des métastases. D'accord? Vous voyez qu'ici, on a un processus invasif qui se fait et elle se transforme en cellules cancéreuses mésenchymateuses qui les rend invasives et qui mènent à la formation de métastases. Et vous voyez ici le vaisseau sanguin pour qu'elles puissent voyager et se proliférer. Mais vous voyez qu'il y a ce phénomène aussi de la rupture de la membrane basale. Alors ça, je ne vous en ai pas parlé, je vais vous en parler maintenant. Donc, les cellules cancéreuses peuvent aussi faire l'acquisition de la capacité à dégrader la membrane basale en exprimant ce qu'on appelle la métalloprotéase. Alors, la sécrétion de métalloprotéase matricielle favorise l'infiltration des cellules dans les tissus en remodelant la matrice extracellulaire, ce qui facilite le passage des cellules cancéreuses et leur migration. La migration vers le mésenchyme des cellules cancéreuses qui ont effectué la TEM, comme on en a parlé, associé à la dégradation de la membrane basale, entraîne sa rupture, ce qui classe le carcinome au stade invasif. Donc là, il devient invasif. Une fois que les cellules cancéreuses sont parvenues à passer la membrane basale, qui les maintient séparées du mésenchyme, elles peuvent migrer à proximité des vaisseaux sanguins, comme vous pouvez le voir, qui pourront leur permettre d'atteindre de nouveaux tissus lors du processus métastasique. Alors je vous parle de la métastase, mais on va en parler un petit peu plus longuement dans la suite de cette vidéo, puisqu'on va étudier également cette capacité à éviter le système immunitaire. Nous allons voir pourquoi, nous allons notamment donner un exemple. Alors, voilà. Donc cette capacité à former des métastases. Donc un cancer peut se répandre ailleurs en créant des métastases. On parlera d'un foyer secondaire éloigné d'un foyer initial. Alors je cherche des schémas à vous montrer. On va revenir sur celui-là. Donc je me répète, le cancer peut se répandre ailleurs, c'est-à-dire se métastaser. Par exemple, on dit qu'un patient dont un cancer du poumon s'est métastasé au cerveau, ou au foie ici, qu'il a des métastases au cerveau ou au foie de son cancer du poumon.
et non un cancer du cerveau ou du poumon. J'espère que vous le comprenez bien. La distinction semble peu importante, mais elle est primordiale aux yeux du médecin, puisqu'il y a une différence importante sur les traitements qui sont proposés. Nous allons étudier les traitements à la fin de cette vidéo. La métastase a traditionnellement été considérée comme un phénomène tardif, mais de nos jours, il a été observé que certaines stases expriment des protéines qui facilitent la métastase précoce. Lorsqu'un cancer est diagnostiqué, le premier acte du médecin est de prescrire un bilan d'extension afin de détecter la présence de métastases. Le résultat de cet examen module grandement le pronostic vital du patient. Ces cancers secondaires, qui peuvent toucher pratiquement tous les organes, qui naissent à partir d'une cellule issue de la tumeur primaire qui s'est propagée dans le corps, nous l'avons dit, via le sang ou la lymphe, pour se fixer sur un site cible. Pour que ce phénomène se produise, il faut que la cellule métastasique acquiert un certain nombre de caractères qui la rendra capable de migrer. Perte d'adhésion cellulaire, puis de proliférer dans un nouvel environnement, par un système d'invasion, etc. Donc les cancérologues estimaient jusqu'à présent, au vu de nombreuses altérations génétiques nécessaires, que les cancers ne pouvaient métastaser que tardivement. Mais le développement de métastases est la cause principale des décès par cancer, bien que les métastases ne deviennent cliniquement détectables que tardivement, ça c'est bien à comprendre. Un certain nombre d'études récentes dans des modèles animaux et chez les patients montrent que la dissémination des cellules cancéreuses à partir de la tumeur primitive est parfois un événement précoce. Donc ça c'est important à comprendre, c'est-à-dire que cette dissémination est un événement précoce, même si les métastases ne deviennent cliniquement détectables que tardivement. Toutefois, les cellules cancéreuses disséminées peuvent demeurer dormantes pendant des mois, voire des années. Voilà, ça c'était l'information importante à comprendre. Donc, des éléments essentiels de cette métastatisation. La perte d'adhésion cellulaire, nous l'avons étudié. La protéolyse, qui permet de migrer dans la matrice avec une décomposition par hydrolyse des protéines favorisée par les protéases, mais également l'accès au vaisseau et l'embolisation proximale. L'accès au vaisseau grâce à l'angiogénèse. Cette vidéo commence à être un petit peu longue et je fatigue. Donc par l'accès au vaisseau et l'embolisation proximale, nous allons en parler un petit peu plus tard, mais l'embolisation fait référence au passage d'une embole dans la circulation sanguine. Et le risque métastasique est le largage d'emboles tumoraux ou tumorales dans les vaisseaux lymphatiques et sanguins, et les cellules cancéreuses vont envahir ces vaisseaux et pouvant ainsi métastaser à distance. Alors, l'emplacement de la métastase va dépendre de plusieurs facteurs. Facteurs anatomiques, d'accord, le foie va métastaser le côlon par sa proximité, mais également physiologique, le flux sanguin vers un organe, et si vous en avez une représentation, le flux sanguin du poumon vers le foie. Bien que le foie soit proche des poumons. Mais également le nombre de cellules libérées. D'accord ? Le tropisme cellulaire, le tropisme fait métastaser certains néoplasmes plus fréquemment à divers endroits. Alors c'est un phénomène qui a été décrit par Paget, je ne sais pas comment on prononce, il y a plus de 100 ans. C'était un chirurgien anglais connu pour avoir proposé sa théorie des métastases dites graines-sol. Donc, il soutenait que les différents modèles de diffusion du cancer étaient dus à la dépendance de la graine par rapport au sol. Je me répète, il soutenait que les différents modèles de la diffusion du cancer étaient dus à la dépendance de la graine par rapport au sol. La graine, c'est la cellule cancéreuse, le sol, c'est l'organe touché par la métastase. Il a fait ces observations après avoir découvert que le cancer du sein, par exemple, a tendance à se métastaser au niveau du foie, du cerveau et des poumons, tandis que le cancer de la prostate, par exemple, a tendance à s'étendre seulement aux os. Mais également, alors, le chemin hématique, ok, mais également le chemin lymphatique. Donc ça, c'est le flux sanguin vers un organe, donc le chemin hématique et le chemin lymphatique également à prendre en compte par rapport à la prolifération et au voyage de ces métastases. Alors, pour terminer, donc je voulais vous parler du système immunitaire, et pour ça je vais changer de diapo, voilà. Donc les cellules néoplastiques ont cette capacité à éviter une destruction par le système immunitaire. Il faut également tenir en compte du fait que la tumeur est un élément étranger pour le corps qui déclenche une réponse de défense innée et acquise, et le néoplasme doit être ignoré pour survivre.
D'accord? Donc le système immunitaire détecte et détruit, lui, tout ce qui ne devrait pas se trouver dans notre organisme, avec les polynucléaires, etc., les mononucléaires. Nous les avons étudiés notamment pendant l'inflammation. Donc il détecte et détruit tout ce qui ne devrait pas se trouver dans notre organisme, comme les cellules normales devenues cancéreuses, en reconnaissant de subtils changements qui peuvent faire d'une cellule normale une cellule étrangère. Alors en temps normal, le système immunitaire œuvre pour éliminer ces cellules étrangères ou anormales grâce à l'activation de cellules spécifiques, les lymphocytes T qui vont rechercher et éliminer ces potentielles menaces. D'accord? Et il y a quand même, les défenses non spécifiques sont quand même mises en jeu. C'est-à-dire qu'on a une résistance mécanique des tissus par rapport aux tumeurs, mais on a également des cellules immunitaires innées comme les neutrophiles, mais également les lymphocytes natural killers. Et les cytokines pro-inflammatoires aussi vont rentrer en jeu. Alors, le système immunitaire ne parvient pas toujours à détecter et éliminer les cellules tumorales. En effet, certaines cellules cancéreuses développent des mécanismes pour échapper au système immunitaire. C'est ce que nous allons voir. Donc voilà. Je vais vous montrer les schémas. Donc ici, vous avez le cycle immunitaire antitumoral, avec la présence du lymphocyte T. Donc vous avez la tumeur, vous avez libération d'antigènes, vous avez une cellule présentatrice d'antigènes, une présentation antigénique. Là, on va avoir donc une activation lymphocytaire avec les lymphocytes T, d'accord, qui vont venir s'attaquer. Ensuite, une migration lymphocytaire, une infiltration également, et une fixation de la cellule tumorale. Et vous allez voir que c'est cette étape qui est biaisée, d'accord, et qui va empêcher la cytolyse tumorale. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc l'une des plus récentes stratégies mises en évidence par une étude est le contournement de l'étape de fixation du lymphocyte T à la cellule tumorale. Donc elle va mettre en jeu deux voies. La voie PD1, PDL1, principale voie d'inhibition des lymphocytes T, qui est utilisée par les cellules tumorales pour échapper au système immunitaire. D'accord? Ici, vous avez le lymphocyte T, la cellule tumorale. Donc, les recherches ont permis de découvrir que ce système d'échappement au système immunitaire est rendu possible par la surexpression du ligand PDL1 à la surface des cellules tumorales. Et les PDL1 se fixent au récepteur PD1 du lymphocyte T et agit comme un panoscope. Donc ils vont inactiver les lymphocytes T avant qu'ils n'attaquent la cellule tumorale. Donc du fait de l'acquisition des capacités précitées, les cellules néoplastiques acquièrent trois caractéristiques importantes. Ce qu'on appelle la monoclonalité. Alors toutes les cellules néoplasiques dérivent d'une seule cellule originale qui a initié l'oncogénèse, échappant ainsi au mécanisme de contrôle. Ça, c'est la monoclonalité. Ensuite, vous avez l'anaplasie. L'anaplasie, qu'est-ce que c'est? C'est une perte de différenciation des cellules, faisant en sorte qu'elles retournent à une forme immature et moins spécialisée. Les cellules anaplasiques se divisent rapidement et leur apparence ou leur comportement ne ressemble pas à celui des cellules normales. Bien que les cellules néoplasiques peuvent ressembler aux cellules dont elles sont issues, par exemple les cellules qui produisent du mucus, de la kératine, elles vont revêtir des caractéristiques indifférenciées. D'accord? Et important à comprendre, plus il y a d'anaplasie, de dédifférenciation, et plus les cellules sont agressives. Troisième caractéristique, c'est la possibilité de former des colonies in vitro sans stimuli externes, comme vous pouvez le voir ici, dans cette image. Alors maintenant, on va parler de la métastase. Alors, on a longuement parlé, on va en parler avec un petit peu plus de détails. Donc ici, vous avez un schéma, transformation, angiogénèse, donc il décrit le processus de métastase. La mobilité, l'invasion, ça nous avons tout étudié. Voilà, l'extravasation. Donc on va expliquer tout ça.
Donc le phénomène de métastase est une série complexe d'étapes au cours desquelles des cellules cancéreuses quittent le site originaire et migrent vers d'autres parties du corps en utilisant le système lymphatique et le système sanguin. J'ai tellement répété cette phrase que maintenant ça doit être clair dans votre tête. Donc il y a différentes étapes qui conduisent à la métastase cancéreuse. Donc dans la tumeur primaire, il y a une prolifération et une angiogénèse avec de la perte d'adhésion cellulaire, notamment une acquisition de la mobilité cellulaire par cette transition épithélio-mésenchymateuse au niveau des cadhérines et une infiltration dans le système sanguin ou lymphatique. Ça, nous l'avons étudié. Ensuite, dans la circulation, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une embolie des cellules cancéreuses, une survie et un transport. Et dans la tumeur métastatique, on a un arrêt des cellules cancéreuses au niveau des capillaires sanguins et lymphatiques. On a une extravasation, une angiogénèse et une prolifération. Donc chaque tumeur effectue ce processus dans un ordre et un rythme différent. Premièrement, les cellules cancéreuses envahissent les tissus et les vaisseaux sanguins voisins, ça c'est important à comprendre. Deuxièmement, les cellules cancéreuses sont transportées par le système circulatoire vers des sites distants. Troisième caractéristique, les cellules cancéreuses envahissent à nouveau et grandissent dans un nouvel endroit. Donc ça, c'est 3 caractéristiques communes, mais vous allez retrouver des processus dans un ordre différent et à un rythme différent. Et ensuite, les tumeurs bénignes et malignes. Alors les cellules tumorales bénignes ne se développent que localement, nous l'avons vu, et ne peuvent pas se propager par invasion ou métastase. Alors que les cellules malignes cancéreuses envahissent les tissus voisins, pénètrent dans les vaisseaux sanguins et métastasent vers différents sites. Alors, quelques schémas. Donc ici, ce schéma, nous l'avions étudié tout à l'heure avec le poumon et le foie. Donc ici, les cellules cancéreuses pénètrent dans le sang. D'accord, comme vous pouvez le voir avec les mécanismes que nous avons décrits. Une fois dans le sang, les cellules se déplacent dans le système circulatoire jusqu'à ce qu'elles atteignent un endroit propice à leur fixation et réintégration dans le tissu. Voilà, ça c'était pour vulgariser. Et vous le voyez ici. Donc on a un carcinome invasif, vous voyez pourquoi, la membrane basale est détruite, on a des cellules mésenchymateuses, mésenchymateuses, je sais plus comment prononcer, des cellules, je me trompe à chaque fois, mésenchymateuses, ouais. Donc les cellules mésenchymateuses, là, qui atteignent la circulation sanguine, d'accord, on a une dissémination par voie sanguine. Les cellules cancéreuses sont bloquées dans un vaisseau sanguin, d'accord, ici proche du foie. On va avoir une extravasation et une colonisation, d'accord. Donc ici, ce schéma explique comment une tumeur primaire va venir métastaser le foie. Donc pour terminer sur cette vidéo, on va parler des manifestations locales, manifestations générales, manifestations à distance, le syndrome de Lys tumorale, les stades du cancer, le traitement du cancer. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible par rapport à ça. Donc au niveau des manifestations locales, je vous avais préparé des schémas. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir noter? C'est une augmentation du volume et un remplacement de la structure normale de l'organe. Vous voyez cette masse étrange qui peut provoquer effectivement une douleur par compression, par irritation et provoquer une insuffisance fonctionnelle. Vous voyez là au niveau de la main et du pied. On va avoir une création de conflits spatiaux, d'accord, une compression des structures. On va avoir une sténose ou une obstruction d'organes creux, d'accord, c'est une gêne ou un obstacle à la circulation avec des occlusions internes, externes, des fermetures complètes d'un conduit ou d'un orifice, des distensions proximales, des infections et des ulcérations tumorales avec des nécroses internes ou des saignements. Donc ça c'était pour les manifestations locales. Au niveau des manifestations générales, on va pouvoir observer ce qu'on appelle un syndrome constitutionnel, où vous avez désigné des symptômes tels que la fièvre, asthénie, anorexie, perte de poids, transpiration, hypercatabolisme, dénutrition et dérivent tous d'un faible appétit, d'un hypermétabolisme et des pyrogènes endogènes. Ensuite, les manifestations à distance. Donc, ce sont des syndromes qui sont dérivés de la présence du métastase, qui sont similaires à la masse primaire, mais à distance, avec une augmentation de volume également, une substitution de la structure normale de l'organe, des créations de conflits dans l'espace, des sténoses avec des rétrécissements ou des obstructions d'organes creux et des ulcérations tumorales, comme la tumeur primaire.
Et on va pouvoir noter également ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique. C'est un ensemble d'anomalies, de syndromes, pouvant accompagner certains cancers. Et ces anomalies ne sont pas en relation directe avec la tumeur, mais sont des manifestations systémiques, survenant à distance de l'endroit où se développe le cancer, sans rapport avec l'existence de la métastase. Donc le syndrome paranéoplasique. Le syndrome paranéoplasique accompagne parfois la tumeur dans son évolution. Il la précède souvent, il régresse parfois avec son traitement, surtout pour certains syndromes neurologiques paranéoplasiques, et disparaît avec sa guérison et réapparaît en cas de chute. Son traitement est donc étiologique, d'accord? Son traitement est donc étiologique. Il consiste à traiter le cancer responsable du syndrome paranéoplasique. Donc ce syndrome paranéoplasique se manifeste par des troubles hématologiques, métaboliques, neuromusculaires, rénaux, ostéo-articulaires, cutanés, neurologiques, endocriniens. Alors quelques exemples. Vous avez l'anémie, qui est un manque d'hémoglobine, et ce manque entraîne un mauvais transport par le sang du dioxygène et cause notamment une pâleur au niveau de la peau. Ici, vous en avez une image. Le syndrome de Cushing, constitué par les anomalies cliniques secondaires à l'élévation chronique du cortisol ou autres corticostéroïdes. Ensuite, vous avez l'hypercalcémie, c'est une augmentation anormale du taux de calcium dans le plasma. La gynécomastie, c'est un développement excessif des glandes mammaires chez l'homme. Vous avez l'hyponatrémie, qui est un taux anormalement faible de sodium. Vous avez l'hypoglycémie, vous avez l'acromégalie, qui est un trouble hormonal qui provoque une augmentation anormale de la taille des pieds et des mains et une déformation du visage, y compris à l'âge adulte, avec une hypersécrétion d'hormones de croissance. D'autres exemples, l'encéphalite, la myélite, la polynévrite, la névrite optique, le syndrome de Lambert-Eaton, qui est une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, qui provoque une faiblesse. Bon, ça, c'est pas l'image. Vous avez la polymyosite, la dermatomyosite, polymyosite, dermatomyosite, qui est une maladie caractérisée par l'inflammation de certaines zones de la peau, le derme, de certains muscles, myosite ou myopathie inflammatoire. Et d'autres exemples comme la myopathie nécrosante aiguë, la vasculite, la acanthosis nigricane, maladie rare de la peau, faite de taches hyperpigmentées sur une peau épaissie. Et vous avez la dermatite exfoliative, ce sont des réactions cutanées dans lesquelles la peau se détache en lamelles comme ici présenté. Alors le syndrome de Lise tumorale. Qu'est-ce que c'est ce syndrome de Lise tumorale? Ça désigne l'ensemble des complications métaboliques observées dans certaines pathologies néoplasiques avec une pathologie néoplasique avec une masse tumorale volumineuse. Ces complications sont provoquées par la destruction massive des cellules cancéreuses et se manifestent par une hyperkaliémie, une hyperphosphatémie, une hyperuricémie et une hyperuricossurie, une hyper... Bon, je vais pas tous les faire, je vous laisse faire vos recherches par rapport à ça. Donc juste pour que vous puissiez vous retrouver. Donc ces complications, le syndrome de Lise tumorale, sont des complications métaboliques observées dans certaines pathologies liées au cancer, avec cette masse tumorale volumineuse. Et donc ces complications sont provoquées par la destruction massive des cellules cancéreuses et se manifestent par l'hyperkaliémie, qui est un excès de potassium, ou l'hyperuricémie, qui est un taux excessif d'acide urique dans le sérum sanguin. Et par exemple, les symptômes de l'hypocalcémie incluent des crampes, des tremblements, une soudaine incapacité mentale, des troubles du mouvement, etc. Voilà. Je vous laisse aller faire vos recherches par rapport au syndrome de la Lise tumorale si ça vous intéresse. Alors maintenant, on va parler des stades des cancers, notamment du diagnostic. Donc, on va parler du diagnostic anatomopathologique. Donc, c'est une partie de la pathologie qui est consacrée à l'étude morphologique des anomalies macroscopiques et microscopiques des tissus biologiques et des cellules pathologiques prélevées. D'accord, comme vous pouvez le voir ici. Donc, l'anatomopathologie s'occupe du diagnostic de certaines maladies qui réclament une certitude anatomopathologique, par exemple les cancers, où seul le spécialiste pourra affirmer qu'une lésion qu'on lui a soumise comprend des cellules cancéreuses. Le pathologiste identifie par ailleurs le type de tumeur et peut, le cas échéant, fournir un pronostic sur la gravité de la lésion. Donc il y a un examen macroscopique, ça c'est à comprendre, et un examen microscopique. Donc l'examen macroscopique, donc l'œil
est le premier outil du pathologiste et on s'attachera à décrire la localisation, la taille, la couleur, la forme, la consistance, la délimitation, les rapports aux autres organes et son aspect à la coupe. Ensuite, vous avez l'examen microscopique, qui est généralement l'activité principale de ce pathologiste, et il a pour cela recours aux outils de la microscopie, microscopie optique, électronique, etc. Et cette étape permet d'affirmer le caractère tumoral ou non d'une lésion, et le cas échéant aboutir à la dénomination de la tumeur basée sur le type cellulaire d'origine, ce que nous avons étudié au début de cette vidéo. Ensuite, le bilan d'extension, alors je l'ai mentionné tout à l'heure, donc je vais en faire la description. Donc ça consiste à un ensemble d'examens médicaux qui renseignent sur l'étendue de la tumeur et sa potentielle propagation à d'autres régions du corps, d'accord ? Et permettent ainsi d'adapter le traitement à chaque cas. Ce bilan d'extension est toujours initié par un examen clinique et une analyse approfondie en laboratoire d'anatomopathologie, d'accord, microscopique, macroscopique, du tissu cancéreux prélevé lors de l'exérèse, l'ablation et l'extraction. Donc le bilan d'extension diffère selon le siège primitif de la maladie cancéreuse. Le bilan d'extension diffère selon le siège primitif de la maladie cancéreuse. Pour les tumeurs solides, l'extension s'intéresse au degré d'envahissement local, à la présence de ganglions tumoraux, avec un envahissement régional, et à la présence de métastases à distance. Le stade est ensuite généralement exprimé selon la classification TNM. On va en parler un petit peu plus tard. Alors pour les lymphomes, l'extension s'intéresse au siège des aires ganglionnaires atteintes et à la présence d'atteintes extraganglionnaires. Le stade est ensuite souvent exprimé selon la classification d'Ann Arbor. D'accord ? Donc pour les lymphomes, on utilise principalement Ann Arbor et pour les tumeurs solides, le système TNM. Mais on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, juste pour vous dire que dans le bilan d'extension, on utilise cette classification TNM et Ann Arbor. Et au terme du bilan d'extension, il est possible de connaître le stade exact de la maladie. Ceci permet de déterminer le traitement le plus approprié. Alors, les examens utilisés. Donc, l'examen clinique est la première étape du bilan d'extension. Pour les tumeurs superficielles, il va par exemple s'intéresser à la taille et au nombre des lésions. Donc, on pourra utiliser la radiologie, la tomodensitométrie, l'IRM, qui sont les examens d'imagerie les plus utilisés. On va pouvoir également utiliser la médecine nucléaire, mais également l'endoscopie, d'accord, comme vous pouvez le voir ici, en particulier dans les tumeurs du tube digestif, une écho-endoscopie pour permettre de préciser la profondeur de l'envahissement, des marqueurs tumoraux, qu'on va pouvoir mesurer également. Il est possible, grâce à des prises de sang, de doser ces marqueurs tumoraux, qui sont réalisés au moment du diagnostic. C'est généralement de valeurs de référence pour le suivi. Et un marqueur tumoral, pour vous expliquer, c'est cette molécule qui peut être identifiée afin de trouver une tumeur. On utilise par exemple des marqueurs inflammatoires, tumoraux, etc. Voilà, ici vous avez un exemple d'un marqueur, l'antigène prostatique spécifique pour le cancer de la prostate. Alors tout à l'heure, j'ai bugué, tout à l'heure on parlait des classifications TNM pour les organes solides. Donc la classification TNM est un système international proposé par le chirurgien français Pierre Denoy de l'Institut Gustave Roussy entre 1943 et 1952 pour la petite histoire de classement des cancers selon leur extension anatomique. Et plusieurs révisions ont été publiées, la dernière et la 8e, si je ne me trompe pas, en 2017. Donc les trois lettres TNM symbolisent la propagation de la maladie cancéreuse sur le site de la tumeur primitive, lettre T, d'accord ? Propagation de la maladie cancéreuse sur le site de la tumeur primitive, lettre T, dans les ganglions lymphatiques voisins, lettre N pour node en anglais, et à distance pour d'éventuelles métastases, M, lettre N. Et chaque lettre est affectée à un coefficient, comme vous pouvez le voir ici sur cette image. Donc la lettre T symbolise cette tumeur initiale. Elle est cotée de T0 quand la lésion est primitive et n'est pas localisée à T4. Pour les tumeurs les plus étendues, cette cotation dépend du volume tumoral représenté par le diamètre maximum de la lésion et de la fixation aux organes voisins. D'accord ? Voilà, pour la lettre T. Donc un numéro élevé signifie que la tumeur est plus grosse. Cela peut aussi vouloir dire que la tumeur s'est développée plus en profondeur dans l'organe ou dans les tissus voisins. Ensuite, la lettre N. Donc de N0 jusqu'à N3 dépend du territoire ganglionnaire, plus ou moins proche de la tumeur, des dimensions et des adénopathies, de leur nombre et de leur éventuelle fixation aux tissus voisins. Je vais me relire. De N0 à N3 dépend du territoire ganglionnaire,
plus ou moins proches de la tumeur, des dimensions des adénopathies, de leur nombre et de leur éventuelle fixation au tissu voisin. N0 signifie que le cancer ne s'est pas propagé, ne s'est propagé à aucun ganglion lymphatique voisin. N1, N2 ou N3 signifie que le cancer s'est propagé au ganglion lymphatique. N1 à N3 peuvent aussi révéler que le nombre de ganglions lymphatiques qui sont atteints par le cancer, ainsi que leur taille et leur emplacement. Je vais me relire. N1 à N3 peuvent aussi révéler le nombre de ganglions lymphatiques qui sont atteints par le cancer, ainsi que leur taille et leur emplacement. Et enfin, vous avez la lettre M, côté de M0, l'absence de métastase connue, ou M1 en leur présence, quel que soit leur siège, unique ou multiple. M0 signifie que le cancer ne s'est pas propagé à d'autres parties du corps ou que nous l'avons pas encore détecté. Et M1 signifie que le cancer s'est propagé à d'autres parties du corps. Alors on emploie parfois des lettres minuscules A, B, C pour indiquer une subdivision, des catégories relatives à la tumeur, aux ganglions lymphatiques ou aux métastases afin de les rendre plus spécifiques. Alors on peut donner aussi aux tumeurs cancéreuses solides un stade clinique et un stade pathologique. Alors le stade clinique, qu'est-ce que c'est? Donc le stade clinique est établi avant le traitement. Il se base sur les résultats d'examens et de tests comme les examens d'imagerie effectués lorsqu'on détecte un cancer pendant le diagnostic. Les médecins choisissent souvent le traitement en fonction du stade clinique. On indique le stade clinique par un C minuscule devant les lettres TNM dans certains rapports médicaux. D'accord ? Et donc ça, c'est le stade clinique. Maintenant, le stade pathologique se base sur les résultats de tests et d'examens effectués quand on détecte le cancer et sur ce qu'on apprend sur le cancer lors de la chirurgie et de l'observation du tissu enlevé par chirurgie. Donc, il offre plus d'informations sur le cancer que le stade clinique. On indique le stade pathologique par un petit p devant les lettres TNM dans le rapport de pathologie. Donc ça, c'était pour la classification TNM pour les tumeurs solides. Mais également, vous avez la classification d'Ann Arbor, qui est utilisée en médecine pour faire le bilan d'extension des lymphomes malins pour le syndrome lymphoprolifératif, d'accord, qui sont une prolifération de cellules d'origine lymphoïde avec plus des cancers hématologiques. Ici, vous avez donc cette classification. Donc le stade 1, c'est une aire aux structures ganglionnaires atteintes. Ici, vous le voyez. Stade 2, c'est plus de 2 aires ganglionnaires atteintes, du même côté du diaphragme, ici vous avez le diaphragme. Okay. Stade 3, c'est plus d'une aire ganglionnaire envahie de chaque côté du diaphragme. Et stade 4, envahissement viscéral. Et vous avez les petites lettres, signes généraux absents, signes généraux présents, signes inflammatoires absents, présents, etc. Donc voilà pour les classifications, le diagnostic et l'anatomopathologie. Donc pour terminer sur cette vidéo, on va voir le traitement du cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients qui ont un traitement? Donc le traitement est effectué en milieu spécialisé, en règle sur une stratégie définie par une équipe médicale pluridisciplinaire, c'est-à-dire comportant des médecins de plusieurs spécialités, oncologie bien sûr, mais radiothérapie, chirurgie, gynécologie, gastro-entérologie, etc. Il nécessite d'avoir un diagnostic de certitude et de connaître le type de cancer, d'évaluer son extension locale, régionale et la présence ou non de métastases. Et d'évaluer également l'état général du patient, mais également son âge, ses fonctions cardiaques, rénales et la présence d'autres maladies. Donc, suivant les cas, le traitement repose soit sur une ablation chirurgicale large de la tumeur quand cela est possible, large en voulant dire que le bistouri du chirurgien passe uniquement par des tissus sains. Pour vous faire un petit schéma, alors je ne suis pas chirurgien, mais bon, ici vous avez la tumeur, et pour être sûr que toute la tumeur va être bien enlevée, on va faire une ablation autour de la tumeur au niveau des tissus sains. Donc le traitement va reposer également sur un traitement mini-invasif percutané par radiofréquence, micro-ondes ou cryothérapie en complément ou en alternative à la chirurgie, ça c'est une autre option. La chimiothérapie que vous connaissez tous avec une prescription de médicaments qui va s'attaquer au cancer et à ses métastases. La radiothérapie, l'irradiation de la tumeur, permet de faire diminuer voire disparaître celle-ci. Par rapport à la radiothérapie, on en avait déjà un petit peu parlé. Et certains cancers peuvent bénéficier également d'un traitement hormonal, plus d'un traitement à visée immunologique qui consiste à augmenter l'action du système immunitaire, d'un traitement à base d'ultrasons, d'un traitement par photochimiothérapie. D'accord ?
Donc, pour le confort du patient, maintenant on va essayer de classer un petit peu tout ça. Pour le confort du patient, donc on va traiter les symptômes bien sûr et apporter un soutien psychologique et social. Au niveau des médicaments, donc vous avez la chimiothérapie classique, c'est un traitement du cancer qui consiste à administrer des médicaments qui tuent les cellules cancéreuses ou qui limitent leur croissance. Donc le cancer et la multiplication, nous l'avons suffisamment répété, incontrôlée de cellules avec une dégénérescence cellulaire due à des mutations génétiques de l'ADN qui est endommagé et de façon occasionnelle à une prédisposition héréditaire à développer certaines tumeurs. Donc la majorité des substances chimiothérapeutiques fonctionnent par arrêt de la mitose, avec une division du noyau des cellules, en ciblant efficacement les cellules qui se divisent trop rapidement. On se souvient que les cellules cancéreuses échappent à ces signaux qui leur disent d'arrêter de se diviser. D'accord ? Donc les substances chimiothérapeutiques vont provoquer un arrêt de la mitose. Okay. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle de la chimiothérapie cytotoxique. Comme ces substances peuvent endommager les cellules, elles sont dites cytotoxiques et certaines de ces molécules provoquent un véritable suicide cellulaire, l'apoptose. Donc elles attaquent les cibles cellulaires, eucaryotes, avec plus d'effets sur les cellules en division, la néoplasie, l'épithélium hématologique digestif, et vont inhiber ou empêcher le bon fonctionnement des cellules qui visent à bloquer la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des produits biologiques. D'accord ? Cible cellulaire biologique. Là, je vais vous introduire cette molécule de CD20 et des lymphocytes B. Donc, le plus souvent, un lymphome, donc ça c'est pour les lymphomes, se développe à partir de la prolifération anormale de lymphocytes B. D'accord ? Dans la grande majorité des cas, mais également de lymphocytes T, qui sont de type, nous le savons, de cellules immunitaires, du système immunitaire. Donc, depuis une quinzaine d'années, le traitement des lymphomes B, et notamment les lymphomes dits non Hodgkiniens, je prononce mal, a fréquemment recours à la thérapie par anticorps anti-CD20 en association avec la chimiothérapie conventionnelle. Donc ces anticorps sont dirigés, pour vous expliquer comment ça se passe, donc ces anticorps sont dirigés contre les lymphocytes B et vont cibler en particulier les cellules cancéreuses en vue de leur élimination par d'autres acteurs du système immunitaire. Donc la thérapie par anticorps anti-CD20 induit aussi une diminution de la population des lymphocytes B normales, amoindrissant ainsi la réactivité du système immunitaire. C'est pourquoi elle est aussi utilisée pour le traitement des maladies auto-immunes. D'accord ? Maladie auto-immune, c'est quand notre propre cellule s'attaque à notre corps. Donc vous avez deux médicaments, vous avez la rituximab et la ofatumumab. Donc ce sont des médicaments qui sont utilisés dans le traitement de certains de ces lymphomes. Donc ici vous avez, je ne vais pas vous faire toute l'explication parce que c'est un sujet que je maîtrise peu, mais vous avez donc ces médicaments qui sont des anticorps qui vont cibler le CD20, un antigène lymphocytaire, et qui est utilisé pour traiter ces états cancéreux. Ensuite, la radiothérapie. Qu'est-ce que c'est ? On en a déjà un petit peu parlé. C'est une méthode de traitement loco-régional des cancers qui utilise des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Ici, vous en avez une photo. Donc, on va pouvoir observer un rayonnement ionisant capable d'endommager l'ADN dans les cellules qui sont en division. Ça a plus d'effet sur les cellules en division, donc les cellules de type néoplasique, mais aussi l'épithélium hématologique digestif et risque de néoplasme secondaire. Et ça a un effet sur l'ADN, ça a des effets physiques, chimiques et des effets cellulaires. Et pour terminer sur cette vidéo, sur cette longue vidéo, on va parler de chirurgie. Donc la chirurgie peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres traitements. Elle est souvent associée à d'autres modalités de traitement, telles que la radiothérapie et les traitements médicaux. En traitement unique, la chirurgie s'adresse aux formes localisées de cancer, découvertes à un stade précoce. L'objectif est alors de guérir le cancer par ce seul geste, qui est l'ablation totale de la tumeur lorsque c'est possible, par ses caractéristiques, sa taille, son stade, son grade, établi par, nous l'avons vu lors de ce diagnostic, du bilan diagnostique, bilan d'extension qui permet d'établir qu'elle ne s'est pas propagée, ni localement ni ailleurs dans le corps, les métastases. Il est également possible d'employer la chirurgie pour traiter un cancer qui s'est propagé. Alors ça, c'est important à comprendre, de l'emplacement où il a pris naissance.
Donc, on utilise la chirurgie pour les cancers qui viennent d'apparaître, d'accord, où il y a une tumeur primaire localisée et qui ne s'est pas propagée, mais on utilise également la chirurgie pour les tumeurs qui ont proliféré, d'accord, qui ont métastasé. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, lors d'une chirurgie visant à enlever un cancer, le chirurgien retire aussi une petite quantité de tissu normal tout autour du cancer. Ce que nous avions parlé, hein, ce qu'on appelle cette marge, si le cancer. Ici, vous avez ce qu'on appelle la marge chirurgicale. Cela permet de s'assurer qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses restantes. Et si les cellules cancéreuses ne peuvent pas être complètement enlevées, le cancer pourrait réapparaître. Ensuite, vous avez deux types de chirurgie. Donc, chirurgie palliative, c'est un type de chirurgie qui permet de soulager les symptômes et d'améliorer la qualité de vie. Par exemple, on utilise parfois la chirurgie pour créer une dérivation qui permet de contourner un organe bloqué ou obstrué. On peut aussi y avoir recours pour atténuer la douleur ou la pression causée par une tumeur. D'accord ? Par exemple, au niveau du côlon, on va éviter l'obstruction du côlon si on a une tumeur proche du côlon. Donc ça, chirurgie palliative permet de soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. Et la chirurgie reconstructive, oui, où on peut avoir recours donc à cette chirurgie pour réparer le tissu qui a été endommagé par le cancer ou les traitements du cancer, bien sûr, y compris qui a été endommagé par la chirurgie pour retirer une tumeur. Donc cette chirurgie reconstructive, on peut la pratiquer pour aider à ce qu'une partie du corps fonctionne ou apparaisse comme avant le cancer ou les traitements du cancer. Donc voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite, au revoir.